L'obscurité enveloppe les rues de Chicago. Mark, un étudiant en médecine qui est épuisé, sort de la bibliothèque universitaire. L'air glacial de cette soirée de fin décembre 1971 le fait frissonner. Il jette un coup d'œil à sa montre et il est 23h30. Merde, marmonne-t-il, j'ai raté le dernier bus. Sans argent pour un taxi, Mark se place au bord de la route et lève le pouce. Il espère qu'un conducteur bienveillant s'arrêtera. Oui, à cette époque, dans les années 70, faire du stop était assez commun. Je l'ai fait d'ailleurs moi-même. J'ai sillonné une partie de la France en stop et même de l'étranger étant plus jeune. Je faisais beaucoup Saint-Malo-Dinan. Alors là, dépendamment de votre point de vue, c'était ou la France ou l'étranger, si vous faites partie du FLB. Mais à l'époque, j'habitais Saint-Malo. En fin de compte, j'habitais Saint-Servant, parce que les vrais Malouins à Saint-Malo disaient que même si on était réunis avec toutes ces communes dans la commune de Saint-Malo, nous, à Saint-Servant, on ne faisait pas partie de Saint-Malo, c'était seulement Saint-Malo Intramuros qui était Saint-Malo. Mais de toute façon, quand je faisais Saint-Malo-Dinan régulièrement, il y avait des fois, c'était en stop, où il y avait une 2 chevaux, je me souviens, qui me prenait en haut de la butte et qui me menait jusqu'à Plodien. Et le problème à Plodien, c'était que les voitures ne s'arrêtaient pas. C'était une petite ville, il y avait un carrefour avec un feu rouge, je me plaçais après le feu rouge. Généralement, dans toutes les villes, ça marche relativement bien. C'est bien de se placer après un feu rouge parce que les gens ont le temps de vous voir et de voir que vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de dangereux. Et puis, ils n'ont pas pris tellement de vitesse, donc ils peuvent s'arrêter à côté de vous. Mais quand je me faisais larguer à Plodien, je restais là une vingtaine de minutes. Et c'est marrant, parce que ce gars à la 2 chevaux me prenait régulièrement, et chaque fois qu'il me prenait, je me disais merde, il va me larguer à Plodien, je vais encore rester 20 minutes, mais je pouvais pas me permettre de lui dire quand il passait avec sa 2 chevaux, vas-y passe, parce que. Mais j'étais bien content quand c'était pas lui qui me prenait, parce que je pouvais aller ou jusqu'à Dinan, ou je pouvais être largué ailleurs où il y avait une meilleure prise. Donc faire du stop, c'était un peu des surprises, un peu des fois des choses négatives, et des fois des choses très négatives, même à cette époque. Et c'est de ça que Mark va se rendre compte dans cette histoire. Si les récits vrais, sombres, étranges, mystérieux, fantastiques vous intéressent, vous êtes tombé au bon endroit parce que je fais de mon mieux pour mettre une nouvelle histoire en ligne tous les samedis. Souvenez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. N'hésitez pas à partager et à commenter et bien entendu de mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez mon histoire. Mark n'avait pas démarré de Plodien, donc seulement quelques minutes passent avant qu'une voiture s'arrête enfin. Le conducteur, c'est un homme d'une trentaine d'années, avec un visage jovial, baisse la vitre. Où vas-tu, mon grand ? Je rentre chez moi dans le quartier de Lincoln Park, répond Mark. Ok, monte, je t'y emmène. Ok. Donc Mark s'installe sur le siège passager et « Merci beaucoup, monsieur, je m'appelle Mark. » John, répond le conducteur, et il démarre. Le trajet se déroule dans un silence qui peut être compris comme pesant par certaines personnes. Moi, à l'époque, ça ne me gênait pas nécessairement si les gens ne faisaient pas la conversation, mais Mark, lui, il se sent mal à l'aise. Donc, il tente d'engager la conversation. Alors, John, vous travaillez dans le coin ? Ouais, on peut dire ça. J'ai un petit business. Il y a une période de silence et à ce moment, Mark regarde par la fenêtre et il réalise qu'ils sont en train de s'éloigner de sa destination. Il sent son estomac se nouer et il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous avez raté le tournant pour Lincoln Park. C'était là, à droite. Mais si vous vous arrêtez là, c'est parfait, je peux descendre ici, c'est pas très loin. Je peux remonter le reste de la rue à pied, hein. John se tourne vers lui, son visage est désormais dénué de toute chaleur, ses yeux, qui autrefois étaient amicaux, sont maintenant d'une froideur glaciale. « Non, Mark, tu viens avec moi. » Le cœur de Mark s'emballe, la panique l'envahit, et il comprend que maintenant il est dans une situation relativement difficile. Sans réfléchir, il agrippe la poignée de la portière. « N'y pense même pas !»
gronde John, qui accélère brusquement. Mark est guidé par l'instinct de survie, mais il a peur, donc il attend, il regarde, il observe la route, et à un moment donné, la voiture ralentit dans un virage, et Mark, dans un élan de courage désespéré, ouvre la porte et se jette hors du véhicule. Il s'écrase sur le bitume, la douleur irradie dans tout son corps, mais l'adrénaline reprend le dessus. Il se relève et il court comme un dératé, il court aussi vite qu'il peut, il zigzague entre les rues sombres, les ruelles, son cœur bat à tout rompre, et enfin, il atteint son appartement. Essoufflé et meurtri, il s'effondre. Alors oui, c'est une expérience désagréable, mais c'est le genre d'expérience qui, même si elle vous frappe un petit peu, et si elles lui ont sûrement passé l'envie de faire du stop, n'est pas vraiment traumatisante. Les années continuent à passer, Mark devient médecin, et il a donc totalement oublié, ou enfin c'est dans un recoin de sa mémoire, cette nuit terrifiante. Un jour de mars 1980, Mark est assis à un café et la télévision est en arrière-plan, ça se fait beaucoup aux États-Unis, surtout à cette époque. Et tout d'un coup, à la télévision, il voit le visage de John. Tiens donc, vous pouvez monter le son, barman. Le barman monte le son et le présentateur annonce « Le tueur en série John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, a été condamné à mort aujourd'hui. Il est responsable du meurtre d'au moins 33 jeunes hommes et garçons à Chicago. » Mark sent le sang glacé dans ses veines. Les images à la télévision défilent. On peut y voir Gacy en costume de clown. On peut voir sa maison qui est devenue un charnier. On peut voir les visages de certaines de ses victimes. Et puis, le présentateur donne un détail qui fait trembler Mark. Après qu'une des victimes potentielles se soit échappée en sautant de la voiture, Gacy a retiré les poignées intérieures de toutes les portières. Et Mark réalise alors qu'il a bien entendu échappé à la mort, donc ce n'était pas juste une agression bénigne, mais il a peut-être été la raison pour laquelle Gacy a modifié son mode opératoire, et cela a empêché d'autres victimes potentielles de s'échapper comme lui, comme il l'a fait. C'est un beau voyage entre le soulagement à ce qu'on a échappé et à la culpabilité, n'est-ce pas ? Alors, juste pour vous rappeler un petit peu, John Wayne Gacy, qui est né le 17 mars 1942 et qui a donc été exécuté le 9 mai 1994, est un des tueurs en série les plus notoires, peut-être connaissez-vous déjà le nom. On le connaît donc sous le nom de clown tueur parce qu'il se déguisait en clown. Je crois qu'on dit clown en français. Donc il se déguisait en clown pour les événements caritatifs auxquels il participait. Et donc Gacy a terrorisé la région de Chicago de 1972, début 1972 à 1978. Son premier meurtre a été début janvier, le 2 janvier je crois, 1972. Et donc Mark a échappé à Gacy à la fin décembre 1971. Donc il a failli être la première victime, mais ne l'a donc pas été. Donc de 1972 à 1978. Alors généralement, Gacy attirait ses victimes, donc principalement des jeunes hommes et des adolescents. Il leur offrait du travail dans son entreprise de construction, il était dans le BTP, ou alors il se faisait passer pour un policier, et une fois qu'il les avait en son pouvoir, il les torturait de façon relativement violente et les assassinait. Son mode d'opératoire était un petit peu différent pour chaque fois, mais il utilisait souvent ce qu'il appelait le tour de la corde. C'était une forme de strangulation relativement violente. La plupart de ses victimes, il les a enterrées dans le vide sanitaire qu'il y avait sous sa maison, à Norwood Park, en Illinois. Je crois qu'on dira Illinois en français. Donc, Gacy a été arrêté en 1978 et donc on a découvert tous ses crimes et les fouilles de sa propriété ont donc permis de trouver 29 corps et 4 autres victimes avaient été jetées dans la rivière des Plaines. Lors de son procès, donc en 1980, Gacy a essayé de plaider la folie pour se faire reconnaître non responsable, justement à cause de l'ampleur de ses crimes.
mais ça n'a pas marché. Il a été reconnu donc coupable de 33 meurtres et condamné à mort. Il a passé 14 ans dans le couloir de la mort, parce que généralement ces choses-là, ça peut être relativement long aux États-Unis. Et donc il a été exécuté par injection létale le 10 mai 1994. Voilà, c'était l'histoire pour aujourd'hui, comme quoi on peut échapper à la mort. Et ça me rappelle une petite blague pour ceux d'entre vous qui ont écouté toute l'histoire. Et la blague, c'est l'histoire d'un autostoppeur qui est pris en stop, donc par une voiture, par un mec en voiture. Et donc ils font un petit bout de chemin ensemble, et tout d'un coup l'autostoppeur, avec un air un petit peu con, dit au conducteur: dites-moi, vous n'avez pas peur d'avoir pris un criminel en série, un tueur en série dans votre voiture? Parce qu'on ne sait jamais qui vous pouvez prendre en voiture. Le conducteur hausse les épaules et dit non, parce que la probabilité qu'il y ait 2 tueurs en série dans la même voiture est quasi nulle. Voilà. Avec ce sourire, je vous dis à bientôt, à un samedi prochain pour un autre récit de l'ombre. Faites bien attention si vous prenez la voiture et si vous prenez des autostoppeurs ou si vous faites du stop. Je vous retrouve samedi prochain. Au revoir.